Rebecca Ashford connut la véritable peur pour la première fois, en entendant le craquement des branches sous des sabots derrière le chariot. Ce n'était pas la peur que provoque un orage ou le hurlement d'un loup dans la nuit, mais celle qui paralyse la respiration et vous glace le sang. 3 cavaliers surgirent au détour de la route, si soudainement qu'on aurait dit qu'ils s'étaient matérialisés de l'air de la prairie. Son père, le vieil Ashford, n'eut même pas le temps de saisir son fusil. Tout se passa vite, trop vite. Le cri de sa mère, un coup de feu, son père tombant du siège du chariot. Rebecca se souvenait d'avoir été tirée hors du véhicule par le bras, de la douleur des doigts s'enfonçant dans son poignet, de l'odeur de sueur et de whisky de celui qui la tenait. Ses cheveux blonds s'étaient échappés de sa tresse, tombant en mèches dorées sur son visage. Et l'un des bandits les écarta brutalement, examinant son visage avec un sourire répugnant. Elle se rappelait leur visage, sale, mal rasé, avec des yeux vides de toute humanité. L'un d'eux, le plus petit, tendait déjà la main vers elle, lorsqu'un autre coup de feu retentit. Puis un autre. L'homme qui la tenait lâcha soudain son bras et s'affaissa sur le sol, tandis que les 2 autres faisaient demi-tour. Rebecca tomba à genoux près du corps de son père, et c'est alors seulement qu'elle vit le cavalier sur un étalon baie foncé. Il était immobile sur sa selle, une carabine à la main, et même à distance. Elle pouvait voir le calme avec lequel il tenait son arme, non pas avec nervosité ou agressivité, mais comme si elle était le prolongement de lui-même. Les bandits disparurent dans un nuage de poussière, aussi vite qu'ils étaient apparus. La mère de Rebecca pleurait sur le corps de son père, tandis qu'elle-même restait assise par terre, incapable de bouger. Le cavalier mit pied à terre et s'approcha. Rebecca leva les yeux et vit son visage pour la première fois. Il était grand, les épaules larges, vêtu d'une veste en cuir usé et d'une chemise délavée. Son chapeau jetait une ombre sur son visage, mais elle distingua une mâchoire forte, couverte d'une barbe de 3 jours, et des yeux, gris comme un ciel d'orage au-dessus de la prairie. Il y avait en eux quelque chose qui lui coupa le souffle. Ni pitié, ni compassion, mais une forme de compréhension, comme s'il savait ce que c'était de voir son monde s'effondrer en quelques secondes. Il s'accroupit près de son père, vérifia son pouls et secoua lentement la tête. Puis il se releva et tendit la main à Rebecca. Elle la prit sans réfléchir. Sa paume était chaude, calleuse à force de tenir les rênes, et si forte que lorsqu'il la remit sur pied, elle se sentit en sécurité pour la première fois depuis qu'elle avait entendu le craquement des branches. « Vous devez partir d'ici, » dit-il. Sa voix était basse, un peu rauque, avec un accent qu'elle ne parvenait pas à identifier. Quoiton, la mère de Rebecca pleurait toujours, serrant le corps de son mari dans ses bras. L'inconnu s'approcha d'elle, s'accroupit et lui parla doucement, si doucement que Rebecca n'entendit pas ses mots. Mais quelque chose dans sa voix eut un effet. Sa mère cessa de sangloter et hocha la tête. Il les aida à enterrer son père sur le bord de la route. Il creusa la tombe lui-même, refusant toute aide. Rebecca se tenait à côté, observant le mouvement de ses épaules sous sa chemise, la manière assurée avec laquelle il enfonçait la pelle dans la terre dure de la prairie. Le vent agitait ses cheveux en désordre, et elle tenta machinalement de les retresser, mais ses doigts tremblaient. Quand il eut fini, des gouttes de sueur perlaient sur son front, mais sa respiration restait régulière. Sa mère récita une prière. Rebecca ne put prononcer un mot, une boule dans la gorge l'empêchant de respirer. Elle ne faisait que regarder le monticule de terre fraîche, essayant de réaliser que sous celui-ci reposait l'homme qui, le matin même, avait ri de sa plaisanterie sur un mulet têtu. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle alors que l'inconnu les aidait à remonter dans le chariot. Il mettait déjà le pied à l'étrier, s'apprêtant à partir. Il se retourna. Leurs regards se croisèrent, et Rebecca sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Pas seulement de la gratitude, mais quelque chose de plus, qu'elle ne pouvait nommer. Il devait avoir une 30aine d'années, peut-être un peu plus. Les rides au coin de ses yeux indiquaient qu'il passait beaucoup de temps en plein air.
Une cicatrice sur son menton suggérait que la vie ne l'avait pas épargné. « William Carter », répondit-il après une pause. « La plupart des gens m'appellent Maud Will. Je suis Rebecca Ashford. Voici ma mère, Marianne. » Il hocha la tête, soulevant légèrement son chapeau en guise de salut. Le geste était démodé, presque galant. Et à cet instant, il la regarda vraiment pour la première fois. Son visage aux traits fins, pâle sous le choc, ses yeux clairs remplis de larmes non versées, ses cheveux dorés qu'elle n'avait pas réussi à retresser complètement. Quelque chose passa dans son regard, rapide, presque insaisissable. Mais Rebecca le remarqua. « Où allez-vous » demanda-t-il. « À Hope Valley. Nous avions un accord pour une terre là-bas. Mon père voulait démarrer une ferme. » Will regarda la route devant eux, puis de nouveau vers elle. « C'est encore à une vingtaine de miles. Je vais vous escorter jusqu'à la ville. » Rebecca voulut protester, dire qu'elle s'en sortirait seule. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle ne s'en sortirait pas. Elle le savait. Sa mère le savait. Et il le savait aussi. Ils voyagèrent en silence. Will se tenait en avant, à quelques mètres de distance, se retournant parfois pour s'assurer qu'elle suivait. Rebecca conduisait le chariot, tenant les rênes si fort que ses doigts en devenaient blancs. Elle essayait de ne pas penser à son père, de ne pas penser à la facilité avec laquelle tout s'était arrêté. Au lieu de cela, elle regardait le large dos de Will Carter et songeait au miracle qu'il avait fait apparaître à ce moment précis. Ils atteignirent Hope Valley à la tombée de la nuit. La ville était petite. Une rue principale, quelques rues secondaires, une église sur la colline, un saloon, un magasin général, une forge. Une ville typique à la frontière entre la civilisation et la prairie sauvage. Will les conduisit jusqu'au bureau du shérif et les aida à expliquer la situation. Le shérif, un homme âgé aux moustaches grises, nota tout dans un carnet usé et promit de diffuser la description des bandits. « Il y a peu de chances que ça aboutisse, » dit Will, alors qu'il sortait dans la rue. Côte-camp, Rebecca hocha la tête. Elle n'espérait pas obtenir justice. Elle voulait juste oublier. « Où allez-vous loger » demanda Will. « La terre que mon père a achetée est à 2 miles d'ici. Il y a une petite maison. C'est modeste, mais ça nous suffira. » Il leva les yeux vers le ciel, qui s'assombrissait déjà, se teintant de riches nuances de violet et d'orange. « Il se fait tard. Passez la nuit à l'hôtel et demain matin, je vous y conduirai. »« Vous en avez déjà trop fait pour nous, » commença Rebecca, mais il secoua la tête. « Demain matin, » répéta-t-il simplement. Rebecca ne discuta pas. La fatigue s'abattit sur elle comme un lourd fardeau. Sa mère et elle prirent une chambre dans le seul hôtel de Hope Valley, un petit bâtiment à la peinture écaillée et aux planchers grinçants. La propriétaire, une femme corpulente nommée Madame Jenkins, joignit les mains en entendant leur histoire et leur apporta aussitôt de la soupe chaude et du pain. Rebecca ne pouvait pas manger. Assise au bord du lit étroit, elle regardait par la fenêtre la rue sombre. Quelque part là dehors, dans l'une de ces maisons ou peut-être au saloon, se trouvait Will Carter. Elle essayait d'imaginer qui il était. Un cow-boy, un vagabond, un chasseur de primes. Il y avait en lui quelque chose d'insaisissable. Il parlait peu, ses mouvements étaient économes, mais il émanait de lui une impression de force impossible à ignorer. Et puis, il y avait ses yeux. Rebecca ne pouvait chasser de son esprit la façon dont il l'avait regardée en se présentant. Il y avait tant de choses dans ce regard, de la tristesse, de la lassitude, mais aussi autre chose, quelque chose qui avait fait battre son cœur plus vite. Le lendemain d'un matin, il apparut devant l'hôtel de bonne heure, avant même le lever du soleil. Rebecca était déjà réveillée, ayant passé une nuit presque blanche, tourmentée par des cauchemars. Elle avait eu le temps de se laver le visage à l'eau froide de la cruche, de peigner et de tresser ses cheveux en une natte soignée, et d'enfiler une robe marron propre, simple mais décente. Quand elle sortit sur le porche,
Il se tenait près du chariot, vérifiant le harnais. « Bonjour, dit-elle. » Il se retourna. Dans la lumière du matin, elle put le voir vraiment pour la première fois. Son visage était fatigué, aux traits durs, mais d'une beauté austère. Il portait une chemise propre, vert foncé, un peu délavée mais nette. Son étui de pistolet était porté bas sur sa hanche, comme un homme qui sait s'en servir. Il la regarda et il y avait quelque chose de nouveau dans son regard, peut-être de la curiosité ou autre chose. Rebecca rajusta instinctivement une mèche de cheveux qui s'était échappée de sa tresse. « Kotomosetir » répondit-il, côté Saint. Ils partirent alors que l'aube commençait à peine à poindre sur la prairie. La route serpentait entre des collines couvertes d'herbes drues et de rares buissons. L'air était frais, embaumant l'absinthe et la fraîcheur matinale. Rebecca conduisait le chariot, tandis que Will chevauchait de nouveau en avant. Sa mère somnolait à l'arrière, blottie sous une vieille couverture. La maisonnette, lorsqu'ils l'atteignirent, se révéla encore plus petite que Rebecca ne l'avait imaginé. Une seule pièce, un poêle en pierre. 2 fenêtres aux vitres brisées. À côté se tenait une petite grange, penchée par le temps. La terre environnante était envahie par les mauvaises herbes. Mais Rebecca voyait qu'on y avait autrefois cultivé quelque chose. Peut-être des légumes ou du blé. « Nous nous en sortirons, » dit-elle, plus pour elle-même que pour Will. Il descendit de cheval et fit le tour de la maison, jetant un œil à l'intérieur, inspectant le toit. Rebecca observait ses mouvements, assuré, calme, comme s'il évaluait la situation. Puis il revint vers elle. « Le toit fuit, il faut remplacer quelques planches et mettre des vitres. Nous engagerons quelqu'un en ville. » Il la regarda longuement, d'un air scrutateur. Rebecca baissa les yeux. Elles en avaient peu, presque tout avait été dépensé pour l'achat de cette terre et du chariot. Peut-être de quoi tenir un mois, en économisant. Un peu, admit-elle. Will hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Je vais réparer le toit. Ça prendra un jour, peut-être 2. Mais... » « Ne discutez pas, dit-il, non pas durement, mais fermement. Vous êtes 2 femmes dans une maison vide au milieu de la prairie. Vous avez besoin d'un toit au-dessus de vos têtes. » Rebecca ne sut que répondre. Elle se contenta de hocher la tête, sentant la gratitude monter à sa gorge, mêlée à autre chose, le désir qu'il reste, qu'il ne parte pas, que sa présence ne prenne pas fin. Il travailla pendant 2 jours. Rebecca lui apportait de l'eau, parfois un repas préparé par sa mère. Il mangeait en silence, remerciait brièvement et retournait à son travail. Elle l'observait à la dérobée, pendant qu'elle s'occupait de la maison, lavant les sols, jetant les détritus, rangeant leurs affaires. Elle regardait avec quelle dextérité il maniait le marteau, comment il tenait les clous entre ses dents, tout en ajustant les planches. Parfois, il surprenait son regard. Un silence lourd et inexplicable s'installait alors entre eux. Il ne souriait pas, mais quelque chose changeait dans ses yeux, devenant plus doux, plus chaleureux. Le 2e soir, alors que le travail était presque terminé, Rebecca sortit sur le porche avec une tasse de café. Will était assis sur les marches, s'essuyant les mains avec un chiffon. Elle lui tendit la tasse et s'assit à côté de lui, en gardant une distance respectable. « Kotomontilière, dit-elle. Kotatinansia à côté des côté de vin. » Il but une gorgée de café, le regard perdu au loin, vers la prairie qui s'assombrissait sous les rayons du soleil couchant. « Parce qu'un jour quelqu'un m'a aidé, quand je pensais que tout était fini. » Rebecca voulut en savoir plus, mais quelque chose dans sa voix la retint. Ils restèrent assis en silence, un silence étonnamment confortable. « Vous restez à Hope Valley ?» demanda-t-elle finalement. Il secoua la tête. « Je ne fais que passer. Je me dirige vers le Colorado. Il y a du travail, lui, qui va là-bas. Mamie qui est, quelque chose se brisa en Rebecca. Elle savait qu'il partirait, bien sûr qu'il partirait. Il n'appartenait pas à cet endroit, ni à sa vie. Juste un voyageur de passage qui les avait sauvés et aidés,
par bonté d'âme, mais cette prise de conscience n'en était pas moins douloureuse. Côté 125, côté 126. Rebecca hocha la tête, serrant sa tasse entre ses mains. Elle n'osait pas parler. Will finit son café et se leva. Il la regarda de haut, et dans son regard, elle revit cette compréhension, comme s'il savait ce qu'elle ressentait, comme s'il ressentait la même chose. « Que de 127 Wilson ?» dit-il doucement. Et il se dirigea vers la grange où il s'était installé pour la nuit, étendant une couverture sur le foin dans un coin. Rebecca resta longtemps sur le porche, même après qu'il fit complètement nuit. Elle répétait son nom en silence. William Carter. Will. Comme si elle avait peur d'oublier sa sonorité. Le 3e jour, il termina le travail sur les fenêtres. Les vitres étaient soigneusement posées. Le toit ne fuyait plus. La maison semblait presque habitable. La mère de Rebecca se coucha tôt ce soir-là, épuisée par les tâches ménagères et toujours sous le choc. Rebecca se retrouva seule sur le porche. Will sortit de la grange au coucher du soleil. Il portait sa selle et sa bride, se préparant à partir. En voyant Rebecca, il s'arrêta. « Côte sans pitatis » demanda-t-elle, la voix tremblante. Côte 29. Elle se leva et s'approcha. Dans la pénombre, son visage paraissait encore plus austère, mais ses yeux étaient chaleureux. Ils se tenaient si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. « Côte 30, » dit-elle doucement. Et c'était la vérité, une vérité pure et simple. Will resta silencieux un long moment, puis il posa lentement sa selle à terre. « Rebecca, je sais que vous devez partir. Je sais que vous avez vos propres affaires, votre propre vie. Mais, au moins pour ce soir, restez au moins pour ce soir. » Il la regarda et elle vit le conflit dans ses yeux. Elle vit comment il essayait de garder ses distances, d'être raisonnable. Mais elle vit aussi que cette lutte était perdue d'avance. « Ce n'est pas bien, » dit-il d'une voix rauque. Côté 134, mais elle ne recula pas. Et il ne recula pas non plus. Au lieu de cela, il leva la main et lui toucha doucement la joue. Sa caresse était tendre, presque révérencieuse. Rebecca ferma les yeux, sentant quelque chose en elle se briser et se libérer en même temps. Quote 135, côte 136, l'interrompit-elle en ouvrant les yeux. Je comprends plus que vous ne le pensez. Je comprends que demain vous partirez et que je ne vous reverrai jamais. Et je comprends qu'en ce moment précis, je ne veux pas être seul. Et je ne veux pas que vous soyez seul. Will se tut, puis il se pencha et l'embrassa, lentement, prudemment, comme s'il craignait de lui faire mal. Rebecca répondit à son baiser, passant ses bras autour de son cou, sentant son cœur prêt à bondir de sa poitrine. Ils passèrent la nuit ensemble dans la grange, sur une couverture étendue sous les étoiles visibles, à travers les fentes du toit. Will fut tendre, patient, attentif à chacun de ses souffles, à chacun de ses mouvements. Il lui murmura à l'oreille qu'elle était belle, que ses cheveux ressemblaient à de l'or au clair de lune, qu'il n'avait pas voulu cela, mais qu'il ne pouvait résister. Et Rebecca se blottit contre lui, mémorisant chaque seconde, chaque contact, sachant que c'était tout ce qu'elle aurait. Le matin, quand elle se réveilla, il était déjà parti. La couverture était soigneusement pliée. La selle avait disparu. À l'endroit où il avait dormi, il y avait un mot, quote 138. Rebecca serra le mot dans sa main et sortit sur le porche. La prairie était vide. Seul le vent poussait des virevoltants sur la route, et au loin, un oiseau criait. Elle ne le revit plus jamais. 8 mois passèrent, 8 longs et difficiles mois. Rebecca et sa mère firent tout leur possible pour survivre sur cette terre. Elles plantèrent un potager, achetèrent quelques poules, engagèrent un homme de la ville pour les aider à labourer un champ. L'argent s'épuisa à l'automne, et Rebecca commença à accepter n'importe quel travail. Coudre des robes pour les habitants de Hope Valley, aider au magasin général, faire la lessive. Et elle était enceinte. Elle s'en rendit compte 2 mois après cette nuit-là.
Sa mère fut la première à le remarquer, à la façon dont Rebecca refusait de manger le matin, à la rondeur de son visage, à la manière dont elle couvrait son ventre de ses mains quand elle pensait que personne ne la voyait. Sa mère pleura, cria, puis garda le silence pendant une semaine. Ensuite, elle accepta. Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, parce que c'était son petit-fils ou sa petite-fille, parce que malgré tout, c'était la vie. Rebecca ne dit pas qui était le père. Elle ne le pouvait pas. À quoi bon? Will Carter était quelque part au Colorado, ou plus loin encore, vivant sa vie, ignorant même ce qui s'était passé. Elle ne lui en voulait pas. C'était son choix cette nuit-là, tout comme le sien. Elle savait qu'il partirait. C'est elle qui lui avait demandé de rester. Les habitants de la ville, bien sûr, parlaient. Ils chuchotaient dans son dos, secouant la tête. Une jeune femme, non mariée, enceinte, un scandale pour une petite ville. Mais Rebecca gardait la tête haute. Elle travaillait, ne se plaignait pas, ne cherchait pas la pitié. Et peu à peu, les gens s'habituèrent. Elle accoucha en avril, lorsque la prairie se couvrit de ses premières fleurs sauvages. L'accouchement fut difficile, long, épuisant, douloureux. Sa mère lui tenait la main, la sage-femme lui essuyait la sueur du front, et Rebecca crut qu'elle n'y arriverait pas. Mais elle y arriva. Et quand la sage-femme posa sur sa poitrine un petit paquet enveloppé dans un tissu propre, Rebecca regarda le minuscule visage ridé et comprit qu'elle ne regrettait rien. Le bébé avait les cheveux blonds, très clairs, presque blancs, comme les siens. Mais ses yeux, quand il les entr'ouvrit, étaient gris. Gris comme un ciel d'orage, comme les yeux de son père. « Constantin demanda la sage-femme. Rebecca n'hésita pas une seconde. « William, dit-elle. William Ashford. » Sa mère la regarda avec surprise, puis avec compréhension. Elle hocha lentement la tête, acceptant la décision. Et Rebecca serra son fils contre elle et lui murmura à l'oreille le nom de l'homme qu'elle ne pouvait oublier. L'homme qui lui avait sauvé la vie. L'homme qui lui avait donné cet enfant sans même le savoir. L'homme même auquel elle pensait chaque jour, chaque nuit. Elle nomma son fils en son honneur, pas par colère, ni par vengeance, mais par amour. Cet amour étrange, impossible, né en quelques jours et une seule nuit. Par espoir, un espoir faible, presque ridicule, qu'un jour peut-être il l'apprendrait, qu'il reviendrait, qu'il comprendrait, qu'elle n'avait pas oublié, qu'elle n'oublierait jamais. Le petit William se mit à pleurer au milieu de la nuit, et Rebecca se réveilla instantanément, comme toujours. Le sommeil d'une mère n'est pas un vrai sommeil, plutôt une somnolence à la lisière de l'éveil, où le moindre son de l'enfant perce la fatigue plus vivement que n'importe quel cri. Elle se leva de son lit étroit, jeta un châle de laine sur ses épaules, et s'approcha du berceau en bois que le vieux charpentier de la ville lui avait fabriqué en échange de 3 chemises cousues. William avait 4 mois. 4 mois pendant lesquels Rebecca n'avait pas dormi plus de 3 heures d'affilée, n'avait pas mangé correctement, ne s'était pas vraiment reposée. 4 mois pendant lesquels elle avait appris à être mère, à comprendre ce que signifiait chaque cri, chaque mouvement de ses petites mains. Il était mieux, il était minuscule, mais déjà fort. Il s'agrippait fermement à son doigt quand elle le nourrissait et la regardait de ses yeux gris, avec une telle attention qu'on aurait dit qu'il essayait de mémoriser chaque trait de son visage. Ses yeux, gris comme un ciel d'orage, comme les yeux de son père. Rebecca prit son fils dans ses bras, s'installa dans le vieux fauteuil à bascule et commença à l'allaiter. Dehors, c'était l'obscurité impénétrable de la prairie, ni lune, ni étoile, juste le noir et le vent qui sifflaient dans les fentes de la maison. Elle se balançait lentement, fredonnant une douce berceuse que sa propre mère lui chantait autrefois. La vie avait changé au cours de ces mois. Ni en bien, ni en mal, simplement différemment. Chaque journée commençait avant l'aube et se terminait tard dans la nuit. Il fallait nourrir les poules, puiser l'eau du puits, préparer les repas, laver les langes, des langes infinies qu'elle lavait chaque jour et étendait sur une corde derrière la maison. Il fallait s'occuper du potager, réparer la clôture,
fendre du bois pour l'hiver. Et il fallait aussi travailler, coudre des robes et des chemises pour les habitants de Hope Valley, car l'argent était presque épuisé. Sa mère l'aidait, bien sûr. Marianne Ashford était une femme forte, malgré son âge et son chagrin. Elle se chargeait de la plupart des tâches ménagères, laissant à Rebecca le temps de coudre et de s'occuper du bébé. Mais Rebecca voyait combien ses journées étaient difficiles pour sa mère, comment ses articulations lui faisaient un mal le matin, comment elle grimaçait en soulevant un seau lourd. L'âge faisait son œuvre, et la vie à la ferme n'épargnait personne. William, rassasié, s'endormit dans ses bras. Rebecca resta assise encore un peu, contemplant son petit visage à la faible lueur d'une bougie. Ses cheveux commencèrent à pousser, blonds, presque blancs, comme les siens. Mais son nez, la forme de son menton, c'était de son père. Elle le voyait chaque fois qu'elle regardait son fils, et chaque fois, quelque chose se serrait dans sa poitrine. Elle reposa le garçonnet dans son berceau, le couvrit d'une courte pointe en patchwork et retourna au lit. Mais elle ne parvenait pas à s'endormir. Elle pensait à Will Carter. Elle se demandait où il était, s'il était vivant, s'il se souvenait de cette nuit. Il avait probablement oublié. Pour lui, ce n'était qu'une erreur, une faiblesse d'un instant. Mais pour elle, tout avait changé pour toujours. Elle ne regrettait rien. Même maintenant, épuisée à l'extrême, sans argent, sous le regard de travers de toute la ville, elle ne regrettait rien. Parce qu'elle avait William, son petit garçon, et il valait tout ça. À l'automne, Rebecca commença à se rendre plus souvent en ville, non par choix, mais par nécessité. Il fallait acheter de la farine, du sel, du kérosène. Il fallait livrer les commandes terminées et en prendre de nouvelles. Il fallait se montrer pour que les gens n'oublient pas qu'elle existait, qu'elle était prête à travailler. Elle marchait dans la rue principale de Hope Valley avec William dans les bras, enveloppé dans un épais châle, et sentait les regards. Il la suivait comme une toile d'araignée collante, curieux, réprobateur, parfois compatissant. Les femmes se détournaient ou hochaient froidement la tête. Les hommes en vomi ou la regardaient trop longtemps, d'un air évaluateur. Rebecca avait appris à garder la tête droite et à ne pas y prêter attention. Le magasin de M. Harrison était le seul endroit décent où l'on pouvait acheter du tissu et des provisions de base. Monsieur. Harrison, un homme âgé avec des lunettes rondes et une expression perpétuellement sombre, traitait Rebecca avec une politesse professionnelle. Il ne la jugeait pas et ne la plaignait pas. Il se contentait de vendre sa marchandise et d'encaisser l'argent. Elle lui en était reconnaissante. « Bonjour, Mademoiselle Ashford », dit-il quand elle entra. La cloche au-dessus de la porte tinta, et plusieurs clients se retournèrent. Rebecca lui rendit son salut d'un signe de tête. Q 143. Harrison hocha la tête et commença à préparer la commande. Rebecca attendait au comptoir, berçant William qui commençait à pleurnicher. Elle sentait le regard d'une femme à côté d'elle, Madame Parker, l'épouse du propriétaire du saloon. Elle regardait l'enfant avec une expression qui suggérait qu'il était quelque chose d'impur. « Côte en canilien » demanda finalement Madame Parker, incapable de se retenir. « Côte son caration, segui » répondit Rebecca d'un ton neutre. « Il est bien blond, il tient de vous. » Rebecca ne répondit pas. Elle savait où cette conversation menait. Toute la ville voulait savoir qui était le père. Tout le monde spéculait, échafaudait des théories, chuchotait dans son dos. Mais elle ne disait rien à personne, et n'en avait pas l'intention. Et son père commença Madame Parker, mais Harrison l'interrompit en posant bruyamment un sac de farine sur le comptoir. Code 148. Rebecca compta les pièces, presque ses dernières économies, et prit ses achats. Ou plutôt, elle essaya de les prendre. Avec un bébé dans les bras, ce n'était pas simple. « Laissez-moi vous aider », dit une voix d'homme à côté d'elle. Rebecca se retourna et vit un jeune homme, grand, mince, en chemise propre et gilet. Il devait avoir 25 ans, avec des cheveux châtains bien coupés et des yeux bruns bienveillants. Il souriait timidement. « Je suis Thomas Holmes », se présenta-t-il.
Je viens d'emménager à Hope Valley. Je vais travailler comme assistant du docteur Davis. Rebecca Ashford, dit-elle avec prudence. Je sais, acquiesça Thomas. Enfin, j'ai entendu votre nom. La villa est petite, tout le monde se connaît. Permettez-moi de porter vos achats jusqu'à votre chariot. Rebecca voulut refuser, mais le bon sens l'emporta sur la fierté. Elle hocha la tête et ils sortirent ensemble du magasin. Thomas portait le sac de farine et le rouleau de tissu, tandis que Rebecca tenait son fils. Ils marchèrent en silence jusqu'au vieux chariot, garé au bout de la rue. « Merci », dit Rebecca quand il eut chargé les provisions. « De rien, il est beau », dit Thomas en désignant William. « Comment s'appelle-t-il ?»« William. C'est un joli nom, un nom fort. » Rebecca le regarda plus attentivement. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, ni cette curiosité malsaine qu'elle voyait chez les autres. Seulement une gentillesse sincère. « Vous êtes nouveau en ville ?» demanda-t-elle, ne sachant que dire d'autre. « Côte 1161, côte 162, côte 163. » Rebecca hocha la tête, ne sachant si elle devait croire à tant de bonté. À la frontière, les gens faisaient rarement quelque chose sans contrepartie. « Côte 104, » dit Thomas en soulevant son chapeau, avant de s'éloigner. Rebecca le suivit du regard, puis baissa les yeux sur son fils. William dormait, blotti contre son épaule, et elle sentit une vague familière de tendresse et de protection l'envahir. L'automne laissa place à l'hiver. La première neige tomba début novembre, et les températures chutèrent brutalement. Rebecca se levait la nuit pour rajouter du bois dans le poêle, veillant à ce que la maison ne devienne pas trop froide pour l'enfant. William grandissait vite. Il souriait déjà, reconnaissait sa voix, tendait ses petites mains vers elle. Chacun de ces progrès était un petit miracle pour Rebecca. Le travail se faisait plus rare. En hiver, peu de gens en ville commandaient de nouvelles robes. L'argent venait à manquer. Rebecca commença à vendre des biens. D'abord les vieux outils de son père, puis les bijoux de sa mère, ensuite la vaisselle. Tout ce qui n'était pas essentiel à leur survie. En décembre, William tomba malade. Il commença par tousser, puis la fièvre monta. Rebecca ne dormit pas pendant 3 jours, appliquant des compresses froides sur son petit corps, lui faisant boire des décoctions d'herbes, priant à chaque seconde. Sa mère se tenait à ses côtés, tout à aussi pâle et effrayée. Le 3e jour, Rebecca n'en put plus. Elle enveloppa son fils dans une couverture chaude, attela le mulet et se rendit en ville. La neige tombait à gros flocons, le vent lui cinglait le visage, mais elle avança sans s'arrêter. Elle arriva au cabinet du docteur Davis et fit irruption à l'intérieur. Thomas Holmes était là. Il recevait les patients à la place du vieux docteur, qui était tombé malade. En voyant Rebecca avec l'enfant, il se leva aussitôt. « Que se passe-t-il ? Il ne respire pas bien. Il a de la fièvre depuis 3 jours. Je ne sais pas quoi faire. » La voix de Rebecca tremblait. Thomas prit William, déroula doucement la couverture et commença à l'examiner. Ses mains étaient insurées, ses gestes rapides et précis. Il écouta sa respiration, vérifia son pouls, regarda dans sa gorge. « Coton 108 » dit-il enfin. Coton 168. Pendant l'heure qui suivit, il lui expliqua quoi faire, à quelle fréquence donner le médicament, comment surveiller sa respiration. Rebecca écoutait attentivement, mémorisant chaque mot. Quand il eut fini, elle chercha de l'argent dans sa poche. Coton 168. Thomas secoua la tête. Coton 168, commença Rebecca, mais il l'arrêta. Si vous le pouvez, et vous le ferez, parce que votre fils a besoin d'un traitement, pas que vous dépensiez vos dernières économies. Quand il sera guéri, vous me ferez une tarte aux pommes. J'ai entendu dire que vous êtes une excellente cuisinière. Rebecca ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Finalement, elle hocha simplement la tête, serrant William contre sa poitrine. « Merci, Dr. Holmes. Appelez-moi Thomas. » Elle partit, et il la suivit du regard depuis la fenêtre de son cabinet. La neige continuait de tomber, recouvrant Hope Valley d'un manteau blanc.
et la ville semblait calme et presque paisible. William se rétablit en une semaine. La fièvre tomba, sa respiration redevint normale, et il se remit à sourire. Rebecca prépara 2 tartes aux pommes. Elle en apporta une à Thomas et garda l'autre. Thomas accepta la tarte avec gratitude et l'invita à prendre le thé, mais elle refusa poliment. Quelque chose en elle résistait à l'idée de se rapprocher de quiconque. L'hiver s'éternisa. Les blizzards succédaient au dégel, puis le gel frappait de nouveau. Rebecca apprit à vivre au jour le jour, sans trop penser à l'avenir. Elle travaillait quand il y avait du travail. Elle s'occupait de son fils, elle aidait sa mère. Et chaque soir, en couchant William, elle lui murmurait des histoires sur le père qu'il n'avait jamais connu. Elle lui racontait comment Will Carter les avait sauvés des bandits, comment il avait réparé le toit de leur maison, comment il avait des yeux gris, semblables à ceux de William, comment il était fort et bon, et comment elle espérait que son fils grandirait pour lui ressembler. William écoutait, la regardant sérieusement, comme s'il comprenait chaque mot. Et peut-être comprenait-il vraiment quelque chose, à sa manière de bébé. Peut-être sentait-il le lien avec l'homme dont il portait le sang. Le printemps arriva lentement. La neige fondit, révélant une terre gelée. Rebecca commença à préparer le potager. William fêta son premier anniversaire. Il marchait déjà en se tenant aux meubles, babillait dans son propre langage, attrapait chaque objet avec curiosité. Ses cheveux blonds avaient poussé et bouclaient sur sa nuque. Ses yeux gris observaient le monde avec un tel intérêt que Rebecca se surprenait parfois à y voir son père. Thomas Holmes devint un visiteur fréquent. Il passait sous prétexte de vérifier la santé du garçon, mais restait pour le thé et la conversation. Il était un bon interlocuteur, instruit, cultivé, avec un sens de l'humour subtil. La mère de Rebecca approuvait ses visites, laissant entendre qu'il serait bon qu'elle songe au mariage. Mais Rebecca ne songeait pas au mariage. Elle ne le pouvait pas, parce que chaque fois qu'elle regardait son fils, elle voyait Will. Et elle savait qu'elle ne pourrait jamais aimer un autre homme comme elle avait aimé celui qui l'avait sauvé avant de disparaître. Même si c'était de la folie, même s'il ne revenait jamais, même si elle était condamnée à attendre toute sa vie un homme qui ne se souvenait peut-être même pas de son nom. Mais elle attendait. Et elle continuait d'appeler son fils William, espérant que quelque part, d'une manière ou d'une autre, ce nom parviendrait à son père, et qu'il saurait, et qu'il comprendrait. William avait 3 ans et demi quand il posa sa première question sur son père. Rebecca étendait le linge sur la corde derrière la maison. Des chemises, des petits pantalons, des draps qui claquaient au vent. Le garçon jouait à côté avec des chevaux en bois que Thomas lui avait sculptés, puis s'arrêta soudain, la fixant de ses yeux gris et sérieux. « Maman, où est-ce mon papa ?» Rebecca se figea, une taie d'oreiller mouillée à la main. Elle savait que cette question viendrait un jour. Elle savait qu'elle devrait y répondre, mais elle n'était pas prête, même après presque 4 ans. Elle s'accroupit près de son fils sur l'herbe, posant le linge. William la regardait, attendant une réponse. C'était un enfant d'intelligent, trop intelligent pour son âge. Il parlait déjà en phrases complètes, mémorisait les histoires qu'elle lui racontait avant de dormir. Et il avait ces mêmes yeux, gris, perçants, comme ceux de l'homme qu'elle n'avait pas vu depuis près de 4 ans. « Ton papa est un homme bon », commença-t-elle lentement, choisissant ses mots. « Il nous a sauvés, grand-mère et moi, quand nous étions en grande difficulté. Il était fort et gentil. Et pourquoi il n'est pas là? Parce qu'il devait partir. Il avait un travail très loin d'ici. Qu'est-ce qu'il va revenir ?» Rebecca regarda son fils, ses cheveux blonds en bataille sur le sommet de sa tête, son petit visage sérieux. Que pouvait-elle lui dire? Que son père ne connaissait même pas son existence, qu'elle était elle-même responsable de ne pas avoir dit la vérité à Will cette nuit-là, qu'elle attendait toujours un homme qu'il avait probablement oublié depuis longtemps. « Kotochakananas », répondit-elle honnêtement. « Kotokontanta ». Le garçon hocha la tête.
comme si cette explication le satisfaisait. Puis il retourna à ses chevaux. Rebecca resta assise sur l'herbe, le regard tourné vers la prairie, sentant une vieille douleur remonter dans sa poitrine. Thomas Holmes était devenu une présence constante dans leur maison. Il venait 2 fois par semaine, toujours sous un prétexte quelconque. Apporter des médicaments pour la mère de Rebecca, qui souffrait de rhumatisme, vérifier la santé de William, ou lui prêter des livres qui, selon lui, pourraient lui plaire. Rebecca acceptait ces visites avec un mélange de gratitude et de prudence. Elle voyait bien qu'il n'était pas seulement un ami. Elle voyait la façon dont il la regardait, comment son regard s'attardait, comment il s'efforçait d'être utile. Thomas était un homme bon, instruit, bien élevé, d'un caractère doux et d'un cœur généreux. Il ne posait jamais de questions sur le père de William, ne laissait jamais entendre qu'il la jugeait. Il était simplement là. Et c'était plus que ce que beaucoup de gens dans cette ville avaient fait. Un jour de mai, il arriva avec un cadeau spécial. Un cheval de bois à roulettes qu'il avait fabriqué lui-même. William fut ravi. Il se mit aussitôt à faire rouler le jouet dans toute la maison en imitant le bruit d'un cheval au galop. Rebecca les regardait, Thomas, qui montrait patiemment au garçon comment tenir la corde, et son fils, qui écoutait bouche bée et pensait quel bon père il ferait. « Que t'en 83, dit-elle quand Thomas sortit sur le porche pour prendre congé. « Que t'as 84, côté-moi ton tiense, répondit-il simplement. Puis il marqua une pause, rassemblant son courage. « Que t'as conseillé ?» Elle savait ce qu'il allait dire. Elle le savait à la façon dont il la regardait, à sa nervosité, triturant son chapeau entre ses mains. « Thomas, écoutez-moi, s'il vous plaît, demanda-t-il. Je comprends que vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Je comprends que vous avez un passé dont vous ne voulez pas parler. Mais je veux être avec vous. Je veux prendre soin de vous et de William. Je veux que vous deveniez ma femme. » Rebecca resta silencieuse, ne sachant que dire. Une partie d'elle voulait accepter. Ce serait raisonnable, pratique. Thomas leur apporterait la stabilité, la protection, le respect de la communauté. William aurait un père. Elle aurait un mari qui l'aimait. Mais une autre partie, celle qui pensait à Will Carter chaque jour depuis près de 4 ans, ne le pouvait pas. « Vous êtes un homme très bon, » commença-t-elle lentement. « Vous méritez une femme qui vous aimera de tout son cœur. Mais moi, je ne peux pas vous donner cela. » « Parce que vous l'aimez toujours ?» demanda Thomas à voix basse. Rebecca le regarda, surprise. « Le père de William, vous l'aimez toujours, n'est-ce pas ?» Elle voulut nier, mais ne pouvait mentir à cet homme. « Oui, » murmura-t-elle. « Je sais que c'est stupide. Je sais qu'il ne reviendra pas. Mais je ne peux pas changer ce que je ressens. » Thomas hocha lentement la tête, et ses yeux reflétaient de la tristesse, mais pas de colère. « J'attendrai, dit-il. Quand vous serez prête, si jamais vous l'êtes, j'attendrai. » Il partit, et Rebecca resta sur le porche, regardant sa silhouette s'éloigner. Sa mère sortit de la maison et se plaça à côté d'elle. « Tu fais une erreur, » dit doucement Marianne. « Un homme bon veut t'épouser, donner un nom à ton fils, et tu le refuses pour un fantôme. Ce n'est pas un fantôme, dit-toi Siaïtia, objecta Rebecca. Il pourrait tout aussi bien l'être. Tu ne l'as pas vu depuis 4 ans, et il ne se souvient probablement même pas de ton nom. Et tu t'accroches à une seule nuit comme à une ancre qui te tire vers le fond. » Rebecca savait que sa mère avait raison. Elle savait qu'elle s'accrochait à l'impossible. Mais elle ne pouvait pas lâcher prise. Elle ne pouvait pas s'imaginer avec un autre homme, alors que chaque nuit, elle voyait en rêve les yeux gris de Will Carter. L'été fut torride. La prairie s'assécha, l'herbe jaunit, et l'air était constamment lourd. Rebecca travaillait au potager chaque matin avant que la chaleur ne devienne insupportable, arrosant les plantes avec l'écho du puits. William l'aidait, portant un petit seau, arrosant les fleurs près du porche. C'était un enfant sérieux, qui ne faisait presque jamais de caprices et obéissait au premier mot. Mais parfois, Rebecca surprenait son regard pensif, lointain, et comprenait qu'il pensait à son père. Fin juillet,
des cow-boys arrivèrent à Hope Valley avec un troupeau. Le bétail traversait les environs de la ville en route vers le nord, vers le chemin de fer, et le propriétaire avait décidé d'accorder une pause à ses hommes. Près de 2 douzaines d'hommes envahirent dans le saloon, l'hôtel et le magasin. La ville s'anima. L'argent circulait. Il y avait du mouvement, du bruit. Rebecca évitait d'aller en ville ces jours-là. Les cow-boys, après de longs mois en selle, pouvaient en être grossiers et cavaliers. Mais les provisions s'épuisaient, et elle dut se rendre au magasin de M. Harrison pour de la farine et du sel. Elle emmena William avec elle, l'asseyant sur le siège du chariot à ses côtés. La ville était bruyante. Du saloon s'échappèrent des rires, et la musique d'un harmonica, et des chevaux étaient attachés là aux barrières dans la rue. Des hommes aux chapeaux usés et aux bottes poussiéreuses fumaiant sur le porche, discutant entre eux. Rebecca tenait fermement la main de son fils en se dirigeant vers le magasin. À l'intérieur, il faisait plus frais. Monsieur Harrison se tenait derrière son comptoir, écrivant dans un grand livre. Levant les yeux, il salua Rebecca d'un signe de tête. « Bonjour, Mademoiselle Ashford, que puis-je pour vous? De la farine, du sel et une livre de sucre s'il vous en reste. » Pendant que M. Harrison préparait sa commande, la porte du magasin s'ouvrit et 2 hommes entrèrent. Des cow-boys, à en juger par leurs vêtements, gilets en cuir usé, chemises délavées, bandanas autour du cou. L'un était plus âgé, avec une barbe grise et une cicatrice sur le sourcil. L'autre, plus jeune, avait de longs cheveux sombres qui s'échappaient dessous son chapeau. Ils s'approchèrent du comptoir, et le plus jeune bouscula Rebecca de l'épaule. Pas violemment, mais assez pour qu'elle recule. « Que te tenons caté ?» dit-il sans une once d'excuse dans la voix. Rebecca garda le silence, serrant William plus près d'elle. Le garçon regardait les cow-boys les yeux grands ouverts, les voyant comme des héros sortis des histoires ce qu'elle lui racontait. « Jolie dame que vous avez là ?» dit le barbu en s'adressant à M. Harrison. « Côte ici de côte de cette nice. » coupa froidement M. Harrison. « Côte d'itier. » Le barbu eut un sourire narquois mais recula. Ils achetèrent du tabac et du whisky, puis partirent en jetant un dernier regard à Rebecca. Quand la porte se referma derrière eux, elle poussa un soupir de soulagement. « Que te seigneur ?» dit M. Harrison, voyant son inquiétude. « Que te dites-ce ?» Rebecca hocha la tête, prit ses achats et sortit dans la rue. Mais alors qu'elle et William approchaient du chariot, une voix l'arrêta. « Que te dites ?» Elle se retourna. Un homme s'approchait, pas l'un des 2 cow-boys, mais un autre. Grand, en chemise sombre et chapeau à large bord. Il marchait lentement, mais avec assurance. Et quelque chose dans sa démarche parut familier à Rebecca. Son cœur rata un battement. Il s'approcha, et elle vit son visage. Hâlé aux traits durs, couvert d'une barbe naissante. Des yeux gris, exactement comme dans son souvenir. Exactement comme ceux de son fils. William Carter se tenait devant elle pour la première fois en près de 4 ans. Le monde s'arrêta. Rebecca ne pouvait plus respirer, ni bouger. Elle le fixait, n'en croyant pas ses yeux. C'était un rêve, une hallucination provoquée par la chaleur et la fatigue. Il ne pouvait pas être là, mais il était là, vivant, réel, à 3 pas d'elle. « Que tu aussi ?» dit-il, la voix rauque, comme s'il avait du mal à parler. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. » Elle était toujours incapable de parler. Le petit William tira sur sa jupe, et elle baissa les yeux vers son fils. Le garçon regardait l'inconnu avec curiosité. Et Will regardait le garçon. Son regard glissa sur les cheveux blonds, sur le petit visage, et s'arrêta sur les yeux gris. Et Rebecca vit quelque chose changer dans son expression. D'abord la surprise, puis la compréhension, puis autre chose encore. Quelque chose qu'elle ne pouvait déchiffrer. C'est, commença-t-il, mais sa voix se brisa. William, dit doucement Rebecca, retrouvant enfin sa voix. Il s'appelle William. Will fixa longuement le garçon sans le quitter des yeux. Puis il leva les yeux vers Rebecca, et son regard était rempli de tant d'émotions, choc, culpabilité, peur, et autre chose qu'elle ne pouvait nommer.
Quel âge a-t-il? 3 ans et demi. Will ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses esprits. Quand il les rouvrit, il brillait de détermination. Il faut qu'on parle. Oui, acquiesça Rebecca. Il faut qu'on parle. Il ne pouvait pas parler dans la rue principale. Pas sous tous ces regards curieux. Pas avec les cow-boys qui allaient et venaient. Pas devant William qui fixait Will de ses grands yeux gris, si semblables à ceux de son père. « Rentrez chez vous, » dit Will à voix basse mais fermement. « J'arriverai dans 1 heure. Nous devons parler en privé. » Rebecca hocha la tête, n'osant pas faire confiance à sa voix. Elle souleva William, le plaça dans le chariot et prit les rênes. Ses mains tremblaient si fort qu'elle peinait à les tenir. Elle partit sans se retourner, mais sentit son regard sur son dos jusqu'à la sortie de la ville. À la maison, sa mère comprit immédiatement que quelque chose s'était passé. Rebecca était pâle, ses mouvements étaient mécaniques, comme dans un rêve. Marianne prit William de ses bras et l'emmena dans la cuisine, laissant sa fille seule. Rebecca entra dans sa chambre et s'assit sur le bord de son lit, essayant de calmer sa respiration. Will Carter était là. À Hope Valley, il avait vu leur fils, il savait. Pendant près de 4 ans, elle avait imaginé cette rencontre. Des centaines de fois, dans ses rêves seufs, elle l'avait vu revenir, l'avait vu la regarder, avait imaginé ce qu'il dirait. Parfois, dans ses fantasmes, il était heureux, la serrait dans ses bras, disait qu'il l'avait cherchée tout ce temps. Parfois, il était froid, distant, affirmant que cette nuit avait été une erreur. Mais la réalité était différente. Il y avait tant de choses dans ses yeux, choc, culpabilité, douleur, qu'elle ne savait comment l'interpréter. L'heure passa comme une éternité. Rebecca se changea, enfilant une simple robe grise à manches longues, et tressa ses cheveux plus serrés que d'habitude. Elle voulait paraître calme, maîtresse de la situation, même si tout se bousculait en elle. Sa mère prépara silencieusement du thé et des biscuits, puis emmena William se promener près du ruisseau, les laissant seuls. Quand Will arriva, Rebecca le vit par la fenêtre. Il attacha son cheval à la clôture et resta un moment à regarder la maison. Cette même maison dont il avait réparé le toit près de 4 ans auparavant. Puis il se dirigea lentement vers le porche. Rebecca ouvrit la porte avant qu'il n'ait eu le temps de frapper. Ils se firent en face sur le seuil, en silence. Elle avait oublié à quel point il était grand, à quel point ses épaules étaient larges. Il paraissait plus âgé. Les rides au coin de ses yeux s'étaient creusées, et des fils d'argent parsemaient ses cheveux. Mais ses yeux étaient les mêmes, gris comme un ciel d'orage. « Entrez », dit-elle enfin. Il entra, retirant son chapeau. L'intérieur de la maison était plus frais qu'à l'extérieur. Rebecca désigna la table, et ils s'assirent l'un en face de l'autre. Entre eux, une théière et 2 tasses semblaient une sorte de dérision, comme s'il s'agissait d'une simple visite de courtoisie, et non de la rencontre de 2 personnes dont les vies s'étaient entremêlées de manière si étrange et douloureuse. « Il s'appelle vraiment William ?» demanda-t-il en premier. « Oui. William Ashford. Il a quoi, 3 ans et demi. Il est né en avril. » Will hocha lentement la tête, comptant les mois mentalement. « C'est mon fils. » Ce n'était pas une question. Mais Rebecca répondit quand même. « Cote d'Unravdait. » Il ferma les yeux, et elle vit sa mâchoire se contracter. Quand il les rouvrit, ils exprimaient de la douleur. « Cote zunafnukotozonej » demanda Rebecca, une pointe d'amertume dans la voix. « Comment aurais-je pu vous trouver? Vous avez dit que vous alliez au Colorado. Le Colorado est un grand territoire. Vous auriez pu être n'importe où, je n'avais pas d'argent pour vous chercher, pas de contact. J'avais une grossesse à cacher et une mère dont je devais m'occuper. Qu'aurais-je dû faire? » Will se tut. Il savait qu'elle avait raison. Il ne lui avait laissé aucun moyen de le contacter. Il était parti comme un fantôme, ne laissant qu'un mot d'excuse. « Côte d'entre en 2 » dit-il d'une voix rauque. Je savais que je partais. Je savais que je ne pouvais pas rester. Mais je n'ai pas pu me retenir.
Et puis, j'ai fui comme un lâche. Pourquoi êtes-vous parti? Parce que je n'étais pas l'homme qui pouvait vous offrir une vie normale. Je ne le suis toujours pas. Rebecca le regarda attentivement. Que voulez-vous dire? Will posa les coudes sur la table et se frotta le visage. Quand il reprit la parole, sa voix était basse, lasse. Je ne suis pas qu'un simple cow-boy, Rebecca. J'ai un passé que je fuis depuis des années. J'étais soldat pendant la guerre. J'ai fait des choses de ce que je préfère oublier. Après la guerre, j'ai fréquenté les mauvaises personnes, des gens qui enfreignaient la loi. Je n'ai pas tué d'innocents, ni attaqué de train, mais j'étais avec ceux qui le faisaient. Quand j'ai compris ce que j'avais fait, il était trop tard. J'ai dû fuir. Depuis, je vais de ville en ville. J'accepte n'importe quel travail. J'essaie de ne pas laisser de traces. Rebecca écoutait sans l'interrompre. Elle voyait la vérité dans ses yeux, le fardeau qu'il portait. Le jour où je vous ai rencontré sur la route, j'arrivais du Nouveau-Mexique. Des hommes avec qui je travaillais m'avaient presque rattrapé. Ils voulaient que je revienne. Et quand j'ai refusé, ils m'ont menacé. Je fuyais pour me cacher. Et puis je vous ai vu. J'ai vu ces bandits. Et je n'ai pas pu simplement passer mon chemin. Vous nous avez donc sauvés par hasard? Non, secoua-t-il la tête. Le sauvetage était délibéré. Mais la rencontre était un hasard. Je n'avais pas prévu de rester à Hope Valley, ni de réparer votre toit, ni de passer cette nuit avec moi, termina Rebecca. Je n'avais pas prévu de tomber amoureux de vous, dit-il doucement. Les mots restèrent en suspendus dans l'air. Rebecca le fixa, n'en croyant pas ses oreilles. Quoi? Je suis tombé amoureux de vous pendant ces 3 jours. De votre force, de la façon dont vous avez tenu après la mort de votre père, de la manière dont vous preniez soin de votre mère, de vos cheveux blonds et de vos yeux clairs, de la façon dont vous me regardiez, comme si vous voyiez en moi quelque chose de bon, que je ne voyais plus depuis des années. Je suis tombé amoureux, et ça m'a terrifié, parce que je ne pouvais pas rester. Je ne pouvais pas vous mettre en danger. Les gens qui me cherchent ne reculeront devant rien. Rebecca ne pouvait pas parler. Les larmes lui montaient aux yeux, mais elle les retenait. Je suis parti parce que je pensais vous protéger. Au lieu de ça, je vous ai laissé seul avec un enfant. Je ne me le pardonnerai jamais. Vous ne saviez pas. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû penser aux conséquences. Mais j'ai été égoïste. J'ai pris ce que je voulais et j'ai fui. Rebecca se leva, incapable de rester assise plus longtemps. Elle s'approcha de la fenêtre, regardant la prairie. Au-delà du ruisseau, elle apercevait la silhouette de sa mère, avec le petit William. Le garçon courait après un papillon en riant. « Côte de Cartier, dit-elle, sans se retourner. « Côte 250, côte 251, côte 250, côte 253. » Rebecca se retourna, et les larmes coulaient maintenant sur ses joues. « Côte 255. » Will se leva et s'approcha d'elle. Ses mains se tendirent vers son visage, mais il s'arrêta, n'osant pas la toucher. « Côte 150, » murmura-t-elle. « Côte 6. » Il se tenait si près qu'elle sentait son souffle. Elle voyait chaque ride sur son visage, chaque cheveu gris. Il semblait épuisé, comme un homme qui avait porté un fardeau trop lourd pendant trop longtemps. « Je vais rester, » dit-il soudainement. « Je vais rester à Hope Valley. Je veux connaître mon fils. Je veux faire partie de sa vie. Je veux essayer de réparer ce que j'ai fait. Et les gens qui vous cherchent, je suis fatigué de fuir, qu'ils me trouvent, qu'ils essayent, mais je ne vivrai plus comme un fantôme. » À ce moment, la porte s'ouvrit et la mère de Rebecca entra avec le petit William. Le garçon s'arrêta en voyant l'homme inconnu et se serra contre la jupe de sa grand-mère. Will Carter se tourna et Rebecca vit son visage se transformer, révélant une douceur, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Que 262. Appela doucement Rebecca. Le garçon s'approcha timidement, se tenant à sa main. Elle s'accroupit à côté de lui pour que leurs yeux soient au même niveau. Quote 263.
Le garçon hocha la tête. Côte 264. Le petit Will regarda Will Carter de ses yeux gris, un reflet parfait de ceux de son père. Puis il lâcha lentement la main de sa mère et fit un pas en avant. Côté 265, dit-il d'une petite voix. Will Carter s'agenouilla pour être à la hauteur de son fils. Côté 260, côté 200, dit le garçon. Côté 200. Le petit Will regarda sa mère, comme pour demander la permission. Rebecca hocha la tête, les larmes aux yeux. Le garçon se tourna de nouveau vers son père. Will Carter sourit, le premier vrai sourire que Rebecca voyait sur son visage depuis leur rencontre. Que 272, ils sortirent ensemble. La main du père posée sur l'épaule du fils, et quelque chose en Rebecca se brisa et guérit en même temps. Elle les regardait par la fenêtre, le grand homme en chemise usée, et le petit garçon aux cheveux blonds, et pensait que tout avait changé. De nouveau. Will Carter resta jusqu'au soir. Il montra le cheval au petit Will, lui parla de la route qu'il avait parcourue, des montagnes du Colorado et des rivières du Nouveau-Mexique. Le garçon écoutait, bouche bée, posant 1 million de questions. Son père répondait patiemment, avec le soin que l'on accorde à quelque chose de précieux et de fragile. Rebecca les observait sans intervenir. Elle voyait la tendresse et la douleur mêlées dans le regard de Will posé sur son fils, et son cœur se serrait. Elle voyait comment le petit Will était attiré par son père, sentant un lien instinctif et inexplicable. Quand vint l'heure de coucher le garçon, celui-ci demanda soudain « Tu vas rester ?» Will Carter regarda Rebecca. Ses yeux posaient une question. « Je vais rester en ville, » répondit-il prudemment. « Je viendrai vous voir tous les jours, si ta maman est d'accord. »« D'accord. »« Je suis d'accord, » dit doucement Rebecca. Le petit Will sourit et ferma les yeux. Son père resta longtemps assis près de son lit, contemplant son fils endormi. Puis il sortit sur le porche où Rebecca l'attendait. La soirée était douce. L'air sentait l'absinthe et l'herbe. Au loin, un oiseau de nuit criait. « Merci, » dit Will, « de ne pas m'avoir chassé, de m'avoir donné une chance. C'est votre fils, il mérite de connaître son père. Et vous, vous méritez plus que ce que je peux offrir. » Rebecca le regarda au clair de lune. Son visage était dans l'ombre, mais elle voyait le scintillement de ses yeux. « Que te avoua-t-elle. Que te sonanando Will hocha la tête. Il tendit la main et lui toucha doucement la joue, comme cette nuit-là, près de 4 ans auparavant. Rebecca ne recula pas. « Que te tiens trois, murmura-t-il. Que tu es katiat. » Il partit dans l'obscurité, et Rebecca resta longtemps sur le porche, bien après que le bruit des sabots se fut tu. Elle pensait au passé, au présent, à l'avenir qui devenait soudain possible. Et pour la première fois en près de 4 ans, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Will Carter loua une chambre à la pension de Madame Jenkins, le même hôtel où Rebecca et sa mère avaient séjourné la première nuit après l'attaque des bandits. La chambre était petite, avec une unique fenêtre donnant sur la rue principale et un lit étroit qui grinçait à chaque mouvement. Mais cela importait peu à Will. Il avait l'habitude de dormir n'importe où, à même le sol, dans des granges, à la belle étoile. L'essentiel était ailleurs. Il était proche de son fils, dont il ignorait l'existence, proche de la femme qu'il n'avait pu oublier pendant près de 4 ans. Le lendemain de leur rencontre, il se réveilla tôt et resta longtemps assis sur le bord du lit, regardant par la fenêtre. La ville s'éveillait lentement. Le forgeron ouvrait sa forge, Madame Parker balayait le porche du saloon. Quelques cow-boys du troupeau encore stationnés près de la ville flânaient dans la rue. Will savait que son arrivée ne passerait pas inaperçue. Une petite ville est un lieu où tout le monde connaît tout le monde, où la moindre nouvelle se propage plus vite que le vent. Il comprenait que bientôt, tout le monde parlerait de lui, du fait qu'il était le père de l'enfant de Rebecca Ashford, du fait qu'il était revenu après tant d'années. Mais cela ne l'arrêtait pas. Il avait donné sa parole et comptait la tenir. Il enfila une chemise propre de couleur kaki, boutonna son gilet, chaussa ses bottes. Il se regarda dans le petit miroir fêlé au-dessus du lavabo. Son visage était fatigué, ses yeux vigilants.
Il ressemblait à un homme prêt au combat, et peut-être était-ce le cas. Will descendit au rez-de-chaussée, où Madame Jenkins préparait déjà le petit déjeuner. L'odeur du bacon grillé et du café frais emplissait la petite salle à manger. La propriétaire le regarda avec curiosité. Une femme corpulente au visage aimable et au regard perçant. « Bonjour, Monsieur Carter. Bien dormi ?»« Très bien, merci. »« J'ai entendu dire que vous connaissiez Mademoiselle Ashford. » Will ne fut pas surpris. Bien sûr qu'elle l'avait entendu. Dans une ville comme celle-ci, il n'y a pas de secret. « Que te-t-on, Matt ?» Madame Jenkins hocha la tête en lui servant du café. Ses yeux ne montraient aucun jugement, seulement de l'intérêt. C'est une femme bien, elle a beaucoup souffert. La ville n'a pas toujours été tendre avec elle. Je sais. Son garçon est votre portrait craché, les mêmes yeux. Will regarda la propriétaire droit dans les yeux. C'est mon fils. Elle sourit, satisfaite de sa franchise. Je suis heureuse de l'entendre. Un garçon a besoin de son père. Après le petit déjeuner, Will se rendit au magasin de M. Harrison. Il devait acheter quelques articles s'il comptait rester à Hope Valley un certain temps. Harrison l'accueillit avec une politesse professionnelle, sans poser de questions inutiles. Will acheta une chemise neuve, quelques boîtes de conserve, du tabac. Au moment de payer, un jeune homme en gilet et chemise blanche entra dans le magasin. Il avait l'air instruit, la coiffure soignée. Il s'arrêta en voyant Will, et une lueur de reconnaissance traversa son regard. « Vous devez être nouveau en ville, » dit le jeune homme en tendant la main. « Thomas Holmes, je suis l'assistant du médecin local. » Will lui serra la main, le jaugeant du regard. « Will Carter. »« Carter, » répéta lentement Thomas. Et Will vit quelque chose se connecter dans son esprit. « Vous connaissez Rebecca Ashford ?»« Oui. » Thomas hocha la tête, et la compréhension se lut dans ses yeux. Peut-être et aussi de la jalousie, Will n'en était pas sûr. Côte 300. Il quitta le magasin, et M. Harrison secoua la tête. Qui est toi? Will ne répondit pas. Une jalousie vive et inattendue le pinça au cœur. Bien sûr que Rebecca avait été courtisée. C'était une femme belle et forte. Il aurait été étrange que personne n'essaie de gagner son cœur. Mais l'idée que quelqu'un d'autre ait pu être à ses côtés, ait pu devenir le père de son fils, était insupportable. Il se rendit à la ferme vers midi. Le petit Will jouait dans la cour avec un cheval en bois, le faisant rouler sur l'herbe. En voyant le cavalier approcher, le garçon s'arrêta, protégeant ses yeux du soleil avec sa main. Quand il reconnut son père, son visage s'illumina d'un sourire. « Papa !» Le mot frappa Will avec une telle force qu'il se figea un instant en selle. Papa. Son fils l'appelait papa. Quelque chose en lui se brisa et se reconstruisit en même temps. Il mit pied à terre et s'accroupit près du garçon. Côte-toi, et Will regarda le jouet, bien fait, soigné. Thomas s'était visiblement appliqué. C'est un beau cheval, mais tu veux monter sur un vrai? Les yeux du garçon s'illuminèrent. Côte 36. Côte 300 dans cette heure. Rebecca sortit de la maison à ce moment-là. Elle portait une simple robe marron avec un tablier, les cheveux tressés. Elle avait de la farine sur le visage. Elle devait être en train de faire du pain. Elle paraissait fatiguée, mais son regard s'adoucit en voyant Will. « Bonjour. Bonjour. Je voulais passer du temps avec mon fils. Si ça ne vous dérange pas, on pourrait faire un tour. » Rebecca regarda le petit Will, puis Will Carter. Il est encore petit pour monter à cheval. Je le tiendrai, je vous promets qu'il ne lui arrivera rien. Elle hésita, et il vit le conflit dans ses yeux. La peur pour son fils, le désir de laisser le garçon passer du temps avec son père, la méfiance envers l'homme qu'il avait déjà abandonné une fois. « D'accord, » dit-elle enfin, « mais pas loin, et soyez prudent. » Will installa le garçon devant lui sur la selle, le serrant fermement d'un bras. Rebecca, debout sur le porche, les regarda s'éloigner lentement. Le grand homme et le petit garçon blond. Son cœur se serrait de peur et d'autre chose. D'espoir peut-être. De voir que cette scène qu'elle voyait semblait juste.
Ils chevauchèrent donc lentement le long du ruisseau, passant près des collines couvertes d'herbes drues. Le petit Will riait de joie, touchant la crinière du cheval, posant des centaines de questions. Le cheval court vite, très vite. Tu sais tirer au pistolet? Je sais. Tu es un cow-boy? Will réfléchit. Je l'ai été. Maintenant, je ne sais plus qui je suis. Et où tu étais tout ce temps? La question le prit au dépourvu. Comment expliquer à un enfant de 3 ans pourquoi son père n'avait pas été là? Comment dire la vérité sans détruire la fragile confiance qui commençait à peine à se construire? Côte 3 côte 3 côte 3 seda. Le garçon sembla accepter cette explication. Il se blottit contre la poitrine de son père, se sentant en sécurité. Will le serra plus fort, une boule dans la gorge. C'était son fils, son sang. Et il avait perdu les 3 premières années et demie de sa vie. C'était irrécupérable. Mais il ferait tout son possible pour rattraper le temps qu'il perdu. À leur retour, Rebecca avait mis la table pour le déjeuner. Un repas simple, poulet en ragoût, légumes du potager, pain frais. Mais Will eut l'impression de n'avoir jamais rien mangé de si bon. Ils mangèrent en silence. Seul le petit Will bavardait sans cesse, racontant sa promenade. La mère de Rebecca, Marianne, était assise dans un coin et tricotait, jetant de temps en temps un regard prudent sur Will Carter. Après le déjeuner, Rebecca sortit sur le porche, et Will la suivit. Côte 324, côte 325. Ils se tenaient côte à côte, regardant la prairie. Le vent agitait les mèches blondes qui s'étaient échappées de sa tresse. « C'est un bon garçon », dit doucement Will. « Oui, il est très bon. Vous avez fait un excellent travail, seul. » Rebecca le regarda. « J'ai fait ce que je devais faire. Je n'avais pas le choix. J'aurais dû être là. »« Oui, vous auriez dû. » Les mots restèrent en suspendus entre eux, lourds, chargés de douleur. Will savait que des excuses ne suffiraient pas. Il savait qu'il faudrait du temps pour guérir la blessure qu'il avait infligée, mais il était prêt à attendre. « Je veux s'aider, financièrement, et en tant que père. Je veux faire partie de sa vie. Et votre passé, les gens qui vous cherchent ?» Will marqua une pause. « Je ne vais pas vous mentir. Le danger existe, mais je suis fatigué de fuir, fatigué de me cacher. Je veux essayer de vivre une vie normale, ici à Hope Valley. Et s'il vous trouve, alors je me défendrai, je vous défendrai, vous et notre fils. » Rebecca se tourna vers lui. « Je veux vous croire, vraiment. Mais vous êtes déjà parti une fois. Comment savoir que vous ne partirez pas à nouveau ?» Will prit sa main doucement, lui laissant la possibilité de se retirer. Elle ne le fit pas. « Parce que maintenant, j'ai une raison de rester. 2 raisons. Vous et notre fils. » Elle plongea son regard dans ses yeux gris, cherchant un mensonge. Elle n'en trouva pas. « Côte 3, dit-elle enfin. Côte 3, côte 3. » Les semaines suivantes installèrent un nouveau rythme de vie. Will Carter venait à la ferme tous les jours, parfois le matin, parfois l'après-midi. Il aidait aux travaux, il réparait la clôture qui s'était effondrée pendant l'hiver, consolidait le toit de la grange, creusait un nouveau carré pour le potager. Il travaillait en silence, efficacement, et Rebecca voyait sa mère le regarder avec de moins en moins de méfiance. Mais surtout, il passait du temps avec son fils. Il lui apprenait à s'occuper du cheval, lui montrait comment nettoyer la bride, comment tenir correctement les rênes. Il lui racontait des histoires sur les prairies et les montagnes, sur les rivières et les forêts. Le petit Will buvait ses paroles, regardant son père avec adoration. Rebecca les observait depuis la fenêtre de la cuisine, le cœur rempli de sentiments contradictoires. La joie de voir son fils connaître enfin son père. La peur que tout cela s'effondre. L'amour pour Will Carter qu'elle n'avait jamais pu surmonter. La colère contre lui pour les années d'absence. Thomas Holmes remarqua également le changement. Il passait toujours à la ferme, mais moins souvent. Et chaque fois qu'il voyait Will Carter, il y avait quelque chose dans ses yeux qui faisait que Rebecca se sentait coupable.
Un jour, Thomas lui demanda de lui parler en privé. Côté 3 demanda doucement Thomas, côté 3 côté 3. Rebecca ne pouvait mentir à cet homme qui avait été si bon avec elle. Côté 3 que Thomas hocha lentement la tête, encaissant le coup. Côté 300 il partit. Et Rebecca le suivit du regard, le cœur serré. Thomas méritait l'amour, mais pas le sien. Son cœur appartenait à un autre homme. Il lui avait toujours appartenu. Fin août, ce que Will redoutait le plus arriva. 3 hommes arrivèrent à Hope Valley sur des chevaux fatigués, les vêtements couverts de la poussière de la route et les visages durs. Ils posaient des questions sur Will Carter, au saloon, au magasin, chez le shérif. Le shérif, un vieil homme, aux moustaches grises, nommé Johnson, vint voir Will à la pension le soir même. « Il y a des gens qui vous cherchent, je sais. Ils disent que vous leur devez de l'argent, que vous vous êtes enfui du Nouveau-Mexique en emportant ce qui ne vous appartenait pas. Ils mentent. » Le shérif le regarda longuement. « J'ai vu beaucoup de gens, Monsieur Carter, et j'ai appris à distinguer le vrai du faux. Il y a quelque chose de sombre en vous. Mais je ne pense pas que vous soyez un homme mauvais. Je ne leur ai pas volé d'argent. Je les ai simplement quittés quand j'ai compris ce qu'ils faisaient, et ils n'aiment pas qu'on les quitte. Que veulent-ils? Que je revienne? Ou que je paie pour ce que je sais de leurs affaires? Et vous allez revenir? » Will secoua la tête. « Non. J'ai une famille ici. Je la protégerai, quoi qu'il arrive. » Le shérif hocha la tête. « Alors soyez prudents. Ces 3-là n'ont pas l'air de gens qui abandonnent facilement. » Cette même nuit, Will se rendit à la ferme. Rebecca ouvrit la porte, surprise par cette visite tardive. Un seul regard sur son visage lui suffit pour comprendre que quelque chose s'était passé. « Côté 3, dit-il. Et son monde bascula à nouveau. Rebecca regarda Will Carter, debout sur le seuil de sa porte en pleine nuit, et comprit immédiatement ce qu'il redoutait tant venait de se produire. Son visage était tendu, la mâchoire serrée, et dans ses yeux, elle retrouvait ce regard qu'elle n'avait vu qu'une seule fois. Le jour où il les avait sauvés des bandits, près de 4 ans plus tôt. Le regard d'un homme prêt au combat. « Ils sont là », répéta-t-il en entrant et en fermant la porte derrière lui. 3 hommes. Ils sont arrivés cet après-midi. Ont posé des questions sur moi au saloon et chez le shérif. La mère de Rebecca, assise près du poêle, pâlit. Le petit Will dormait dans la pièce voisine, ne se doutant de rien. Rebecca sentit la peur lui nouer la gorge. Que veulent-ils? Moi. Ils veulent que je retourne avec eux, ou que je paye pour garder le silence sur ce que je sais. Et si vous refusez? Will ne répondit pas, mais la réponse se lisait sur son visage. S'il refusait, qu'il le forcerait, ou le tuerait, ou pire encore, il s'en prendrait à ceux qui lui étaient en chair. Rebecca s'approcha de lui et lui prit la main. Ses doigts s'étaient froids. « Que te 364 » dit-elle doucement. « Que te 365 » Will la regarda comme si elle venait de dire quelque chose d'insensé. « Je ne vous abandonnerai pas. Pas encore une fois. Votre vie est plus importante. Non, vous êtes plus important. Notre fils est plus important. J'ai promis de ne pas partir. Et je tiendrai ma promesse, même si c'est la dernière chose que je fais. » Marianne se leva et s'approcha d'eux. Pour la première fois depuis des semaines, elle regarda Will Carter sans méfiance. « Qu'allez-vous faire? » Les affronter, leur parler, essayer de les convaincre que je ne représente aucune menace pour eux. Et si ça ne marche pas? Il ne termina pas sa phrase, mais tous comprirent la suite. « Le shérif est au courant ?» demanda Rebecca. « Oui, il a dit qu'il surveillerait la situation. Mais il est vieux, et contre 3 professionnels, il ne pourra pas faire grand-chose. » Rebecca serra plus fort sa main. « Alors j'irai avec vous. » Quoi? Non, certainement pas. Vous avez dit que nous étions une famille. Une famille ne s'abandonne pas dans le malheur. Will voulut protester, mais il vit la détermination dans ses yeux. La même détermination qui l'avait aidé à survivre après la mort de son père, à donner naissance et à élever un enfant seul, à résister au jugement de toute une ville.
Elle n'était pas une femme faible. Elle ne l'avait jamais été. Que te trois-sire, accepta-t-il finalement. Que te Marianne resta avec le petit Will, et Rebecca et Will Carter se rendirent en ville, alors que la nuit avait complètement enveloppé la prairie. Les étoiles brillaient d'une lumière froide, et le vent portait une odeur d'orage. Ils chevauchèrent en silence, chacun plongé dans ses pensées. Le saloon de Parker était que le seul endroit de Hope Valley qui ne dormait pas la nuit. La lumière des fenêtres éclairait la rue poussiéreuse, et de l'intérieur parvenaient des voix et la musique d'un piano désaccordé. Will attacha les chevaux à l'extrémité de la rue et aida Rebecca à descendre. « Attendez ici, dit-il. « Non, je viens avec vous. » Il voulut discuter, mais savait que c'était inutile. Au lieu de cela, il vérifia son revolver dans son étui, chargé, prêt au combat, et entra dans le saloon. Rebecca le suivit, se tenant légèrement en retrait. L'intérieur était enfumé et bruyant. Quelques habitants étaient assis à des tables, buvant du whisky, jouant aux cartes. Mais Will les vit immédiatement. 3 hommes à une table au fond, dans un coin. L'un était grand et mince, avec de longs cheveux noirs et une cicatrice qui lui barrait la joue. Le deuxième était trapu, avec un cou de taureau et de petits yeux. Le troisième semblait le plus dangereux, petit mais nerveux, avec le regard froid d'un tueur professionnel. Quand Will entra, ils levèrent un peu la tête. Celui aux yeux froids sourit. « Carter, on savait que tu viendrais. » Will s'approcha de leur table, s'arrêtant à une distance de sécurité. Rebecca resta près du bar, mais il sentait sa présence dans son dos. Caldwell salua Will en s'adressant au chef. Côte 323, côte 384, côte 335. Caldwell éclata de rire, un son bref et aboyant. Côte 336, côte 307, côte 304. Will comprit que c'était un piège. Il l'accusait de vol pour avoir un prétexte pour le ramener ou le tuer. En réalité, il ne pouvait tout simplement pas se permettre que quelqu'un parte impunément. Cela créerait un précédent. « Je ne reviendrai pas, » dit Will fermement. « J'ai une famille ici, une vie. » Le regard de Caldwell glissa vers Rebecca, debout au bar. Ses yeux se plissèrent. « Ah, alors les rumeurs sont vraies. Will Carter a une femme. Et un enfant, dit-on. » Il se pencha en avant, sa voix devenant glaciale. « Peut-être devrions-nous leur rendre visite? Parler à la dame, la convaincre que son homme doit retourner auprès de ses vieux amis? » Will fit un pas en avant, sa main se posant instinctivement sur la crosse de son revolver. « Si tu les touches, je te tue, je le jure. » Des menaces, Carter. Tu sais bien que nous sommes 3. Tu es rapide, mais pas à ce point. La tension dans le saloon atteignit son paroxysme. Les autres clients commencèrent à partir discrètement, comprenant qu'une fusillade était imminente. Le propriétaire du saloon plongea derrière son comptoir. Rebecca restait immobile, et Will sentait sa peur, mais aussi sa détermination. À ce moment, la porte du saloon s'ouvrit et le shérif Johnson entra. Vieux, avec ses moustaches grises, mais le regard ferme et une carabine à la main. « Bonsoir, messieurs, » dit-il calmement. « J'espère que nous n'allons pas organiser un bain de sang ici. » Caldwell regarda le shérif, évaluant la situation. « Ce ne sont pas vos affaires, shérif. Nous avons un compte personnel à régler avec Carter. » Dans ma ville, tout est mon affaire. Et je ne permettrai pas de fusillade dans la rue principale. Alors peut-être devriez-vous dire à votre ami d'être raisonnable et de rendre ce qu'il a pris. Le shérif regarda Will, puis de nouveau Caldwell. Monsieur Carter vit à Hope Valley depuis plus d'1 mois. Il est d'une famille locale, travaille honnêtement, ne viole pas la loi. Et vous 3, vous arrivez ici avec des armes et des menaces. Qui suis-je censé croire? Caldwell se leva, et ces 2 hommes l'imitèrent. Will se tendit, prêt au combat. Côte 88 sortirant du saloon, et le silence qui suivit fut pesant. Le shérif abaissa sa carabine
et regarda Will. Will regarda Rebecca. Elle s'approcha de lui et lui prit la main. « Je vais en finir, une bonne fois pour toutes. » Le lendemain matin, Will ne vint pas à la ferme. Rebecca attendit toute la journée, essayant de se distraire avec les tâches de la ménagère, les jeux avec son fils, mais ses pensées revenaient sans cesse à lui. Où était-il? Que faisait-il? Était-il en vie? Le soir, elle n'en put plus. Laissant le petit Will avec sa mère, elle se rendit en ville. La pension de Madame Jenkins fut son premier arrêt. La propriétaire l'accueillit avec un visage inquiet. « Il est parti ce matin. Il a dit qu'il serait de retour ce soir. Mais il n'est toujours pas là. » Rebecca sentit la peur lui serrer le cœur. Elle alla voir le shérif, mais il n'y y était pas non plus. La ville était calme, trop calme. Elle parcourait la rue principale, ne sachant où aller, quand elle entendit un coup de feu. Un, puis deux autres, puis le silence. Rebecca fit demi-tour et galopa en direction du bruit, vers la périphérie de la ville, où se trouvaient de vieux entrepôts. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. En s'approchant, elle vit Will. Il se tenait au milieu de la rue, son revolver encore fumant à la main. Au sol gisaient 3 hommes, Caldwell et ses complices. Morts. Le shérif Johnson se tenait non loin, une carabine à la main. Quelques habitants s'étaient rassemblés à distance, attirés par les coups de feu. Rebecca mit pied à terre et courut vers Will. Il se retourna en la voyant. Et quelque chose sur son visage changea, passant de la détermination froide au soulagement. « Côte 407 » demanda-t-elle, lui saisissant les mains, l'inspectant. « Non, je vais bien. » « Que s'est-il passé ?» Le shérif s'approcha, répondant à sa place. « Côte 410. » Will rangea son revolver dans son étui. Ses mains tremblaient, non de peur, mais à cause de l'adrénaline. « Ils ne m'ont pas laissé le choix. J'essayais de quitter la ville, pensant qu'ils me suivraient et laisseraient Hope Valley tranquille. Mais ils m'attendaient en embuscade. Si le shérif n'avait pas été là... » Johnson hocha la tête. « Je les ai surveillés toute la journée. Je savais qu'ils tenteraient quelque chose. Heureusement, je suis arrivé à temps. » Rebecca serra Will dans ses bras, se blottissant contre sa poitrine. Elle sentait son cœur battre, ses muscles tendus. Il était vivant. Ils étaient en sécurité. Le cauchemar était terminé. « Est-ce qu'ainsi vraiment la fin ?» murmura-t-elle. Oui, Caldwell était le chef. Sans lui, le reste du gang se dispersera. Plus personne ne me cherchera. Elle releva la tête et le regarda dans les yeux. « Alors, vous êtes libre. Vous pouvez rester. Si vous voulez toujours que je reste. » Pour toute réponse, elle l'embrassa. Là, au milieu de la rue, devant des témoins, sans se soucier de ce que les gens penseraient. Elle l'embrassait, et dans ce baiser, il y avait tout. Le pardon pour le passé, la gratitude pour le présent, l'espoir pour l'avenir. Quand ils se séparèrent, plusieurs habitants les entouraient. Madame Jenkins souriait, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Thomas Holmes se tenait à l'écart, le visage empreint de tristesse, mais aussi d'acceptation. 3 mois plus tard, un mariage fut célébré dans la petite église de Hope Valley. Rebecca se tenait devant l'autel dans une simple robe blanche qu'elle avait cousue elle-même, sans fioriture ni dentelle, mais belle dans sa simplicité. Ses cheveux blonds étaient tressés et ornés de fleurs des champs. Will Carter se tenait à ses côtés dans un costume neuf, acheté spécialement pour l'occasion, et la regardait comme si elle était la créature la plus précieuse au monde. Le petit Will se tenait près d'eux, tenant un coussin avec les alliances. Il était sérieux et concentré, conscient de l'importance du moment. Quand le pasteur demanda s'il y avait des objections au mariage, le garçon déclara d'une voix forte « Non, je veux que papa reste pour toujours. » Et toute l'assemblée se mit à rire. La cérémonie fut suivie d'un modeste repas à la ferme. Marianne avait cuisiné pendant 3 jours, dressant une table avec tout ce qu'elle avait pu trouver. Presque tous les habitants de Hope Valley étaient venus, même ceux qui chuchotaient autrefois dans le dos de Rebecca. La ville avait pardonné. Ou peut-être avait-elle simplement accepté la réalité.
Thomas Holmes était là aussi. Il s'approcha de Rebecca alors qu'elle se tenait sur le porche, regardant le coucher de soleil. « Côte Catati », dit-il sincèrement. « Côte 4 côte 4, côte. » Thomas hocha la tête, sourit tristement et s'éloigna. Rebecca, quant à elle, regardait Will jouer avec leur fils dans la cour. Le grand homme et le petit garçon blond qui couraient après lui en criant de joie. Elle pensait au long chemin qu'ils avaient parcouru, à toute la douleur, la peur, la solitude. Mais tout cela les avait menés ici, à ce moment précis. Will leva les yeux, croisa son regard et sourit. Ce sourire rare et sincère qu'elle avait si peu vu. Rebecca lui sourit en retour et pensa que parfois, l'espoir est récompensé. Parfois, les gens que l'on attend reviennent. Parfois, l'amour triomphe. 5 autres années passèrent. Le petit Will, qui avait maintenant 8 ans, aidait son père à réparer la clôture du pâturage éloigné. Il avait une sœur, Sarah, 3 ans, avec les mêmes cheveux blonds que sa mère et les mêmes yeux gris que son père et son frère. Elle jouait près de sa mère, qui travaillait dans le potager. La ferme prospérait. Will Carter s'était révélé être un bon fermier. Patient, travailleur, aux mains habiles. Il avait construit une nouvelle grange, agrandi la maison, acheté plus de terre. Il occupait son intenat pas riche. Mais ils avaient assez pour vivre. Et plus important encore, ils étaient heureux. Rebecca se redressa, s'essuyant les mains sur son tablier, et contempla sa famille. Son mari et son fils travaillant ensemble. Sa fille riant de quelque chose. Sa mère, somnolant dans le fauteuil à bascule sur le porche. C'était sa vie. La vie dont elle avait rêvé pendant ces longues nuits où elle était seule avec un bébé dans les bras. Will leva la tête, capta son regard, et lui fit un signe de la main. Elle lui répondit. Entre eux, les mots étaient superflus. Ils se comprenaient sans eux. Le soir, une fois les enfants couchés, ils s'assirent sur le porche, comme tant de fois auparavant. Will lui tenait la main et il regardait les étoiles au-dessus de la prairie. « À quoi tu penses ?» demanda-t-il doucement. « Au fait que j'ai nommé notre fils en ton honneur, en espérant qu'un jour tu le saurais. Et tu l'as su. » Will sourit. « La meilleure chose que j'ai jamais faite, c'est de revenir à Hope Valley, de revenir vers toi. Et la meilleure chose que j'aie faite, c'est d'attendre. » Il se tourna vers elle et lui toucha le visage. « Je t'aime, Rebecca Carter. Et je t'aime aussi. » Ils s'embrassèrent sous le ciel étoilé, et au loin, un coyote hurla. Le vent portait l'odeur de l'absinthe et de l'herbe. La prairie respirait autour d'eux, infinie et éternelle. Et ils étaient chez eux, enfin chez eux.